J'ai la joie de te présenter à ces messieurs dames, Jean-Michel. C'est pas pour autant que ce soit facile, tellement les occasions qu'on a eues de se rencontrer, de travailler ensemble, de monter des projets ont été nombreuses, et il me fallait élaguer dans tous les souvenirs et la lecture de tes 3 ouvrages actuellement parus. 4. Oui, je dis l'ouvrage Féminin pluriel. Oui, Féminin pluriel. Non de loin, ouais. Pour repérer un petit peu quelque chose de l'ordre d'un axe qui puisse être transmis à cette assemblée. Je dégagerai 3 axes dans ta démarche. Un axe autour de l'atopicité, de la non-place du psychanalyste, en tant que, comme le rappelait Leclerc, auquel tu as été assez proche, la psychanalyse est étrangère à toute cléricature. En recevant Jean-Michel Luca, on a affaire à un défenseur assez sourcilleux, je dirais, du ni psychologue, ni psychiatre, voire du ni psychologue, ni psychiatre, ni autre chose, pour qualifier le psychanalyste. Ce qui rend les échanges avec lui toujours très intéressants, mais ardus. C'est un défenseur sourcilleux du Nini, ce Nini signant, d'après toi, la présence du psychanalyste dans l'exercice de la psychanalyse en extension, de la présence du psychanalyste en institution, et particulièrement l'institution, enfin si on peut l'assimiler à une institution, que représente la médecine et ses lieux. Et c'est peut-être le deuxième axe que je retiendrai de ta pratique et de ta réflexion. Puisque cette question de la non-place du psychanalyste dans le champ de la médecine, tu la portes depuis de nombreuses années à travers plusieurs spécialités, on pourrait dire, de ce champ-là. Donc, ces 2 axes qui se recoupent tendent à dresser le portrait d'un psychanalyste qui serait une espèce de sans-papier, comme tu le qualifies dans un de tes articles, toujours soucieux de ne pas se laisser prendre dans les raies d'une rhétorique médicale ou une autre d'ailleurs, qui tendrait à mythifier la psychanalyse. Cette double démarche, donc, de porter cette question assez, je ne dirais pas difficile, mais délicate à soutenir et à maintenir tout le temps, de la non-place du psychanalyste dans ce champ particulier qui nous rassemble ici de la médecine. Cette démarche se fait à l'ombre du transfert et tout particulièrement de la vigilance sur laquelle tu attires notre attention, sur la vigilance que l'on doit prêter à la dimension réelle de ce transfert. Il s'agit effectivement, via cette dimension essentielle de la relation dite analytique,
de se mettre à l'école du réel, on va dire. Comme tu le soulignes dans ce passage de ton ouvrage qui s'appelle Pas sans Lacan. Pas sans Lacan, je te laisse le soin de développer ce que ça signifie pour toi, sachant que tu l'abordes lorsque tu évoques ton parcours. C'est difficile de tenir le micro et de feuilleter en même temps. Enfin, je vais y arriver. Il y a un petit... Non, oui, il y a un petit support. Ça va aller. Parce que cette question du transfert, effectivement, quand tu la travailles, quand tu la reprends, tu insistes bien sur le fait qu'elle ne pouvait pas déroger à cette règle des trois dimensions du réel, du symbolique et de l'imaginaire, tel que Lacan l'a déployé au cours de son enseignement. La première, c'est la dimension imaginaire du transfert. C'est celle, tu dis, qui est bien repérée par Freud au détriment de la menée et de la réussite de ses cures. Car Freud bute sur le transfert, il y rencontre la meilleure mais aussi la pire des choses pour la cure. C'est à propos de cette dimension qui n'est autre que l'amour dans sa nature la plus couramment narcissique, l'amour ordinaire, comme dit Lacan, qui vise l'être et l'âme de l'être en question, mais qui n'est que répétition, transfert de l'amour adressé aux parents de l'enfance. C'est à son propos que Freud invente le terme d'amour de transfert. Ce transfert, c'est avant tout le transfert de Freud. La deuxième dimension est la dimension symbolique du transfert, mal dégagée chez Freud. Elle reste confondue avec la précédente. Ici, c'est le transfert de Lacan qui, avec sa notion du grand autre, introduit la spécificité du symbolique, c'est-à-dire la fonction et le champ de la parole et du langage. Quand je parle à l'autre, je fais exister au-delà de l'autre, l'autre avec un grand A, bien sûr, lieu, trésor des signifiants. Il s'en est déduit pour nous, c'est toi qui parles, qu'il devait exister une troisième dimension du transfert, inconnue de Freud, non nommée comme telle par Lacan, que l'on ne pouvait dénommer qu'en tant que réel, c'est-à-dire impossible. Je vais arrêter là cette citation pour pointer en passant qu'avec beaucoup de méthodes, beaucoup de travail et la dose de modestie qui s'impose, tu avances quand même à partir des incomplétudes de Freud et de ce que, à ton avis, Lacan n'a pas fait. Tu avances sur cette question du transfert pour examiner avec nous les contours ou la consistance ou le contenu de ce que pourrait avoir comme dimension réelle cette histoire de l'amour de transfert. Je crois que c'est une leçon, en tout cas pour moi, qui vise à nous inviter à ne pas laisser tout ce que nous aînés ont fait pour travailler les différents concepts de la psychanalyse, de ne pas laisser ça en jachère et de continuer à le faire fructifier et d'avancer là où, nous semble-t-il, il y a de la place pour préciser certains concepts, pour les triturer, pour les soumettre à un examen critique, étant fidèle en cela à ce que Lacan nous a montré en lisant de manière critique même l'œuvre de Freud. J'ai décidé de ne pas parler longtemps parce que je crois que les règles élémentaires de l'hospitalité et de la politesse font
il faut s'effacer devant celui que l'on invite. Je pense que tu sauras l'évoquer mieux que moi, mais comme tu te plais à le dire dans un de tes textes, tu représentes la 5e génération de psychanalystes, originant ton parcours, bien sûr, dans la fréquentation du séminaire de Lacan et de l'école freudienne, puis celle de l'école lacanienne, avec tous les avatars de ce que nous pourrions appeler la diaspora lacanienne, en passant par Kep, l'aventure de Kep, celle d'Apep et celle de la lettre lacanienne, où nous avons fini par nous trouver un temps soit peu, avant que tout ça n'explose une énième fois, bien sûr, dans un feu d'artifice. Génial. Je vais m'arrêter là. Juste en évoquant ce texte d'Althusser que tu reprends toi-même pour illustrer cette question de la non-place du psychanalyste là où il se trouve posté, dans la cité et dans ses diverses institutions, qui résume, c'est un texte que tu avais écrit en 94, qui s'appelait « Sans place », point d'exclamation, point d'interrogation, et qui dit ceci. À ces confusions, à cette mythification de la psychanalyse, discipline reconnue officiellement au prix d'alliances compromis, avec un trait d'union, scellées avec des lignées imaginaires d'adoption, mais de très réels pouvoirs, les psychanalystes souscrivent, trop heureux de sortir enfin de leur ghetto théorique, d'être reconnus, entre guillemets, comme membres de plein droit de la grande famille de la psychologie, de la neurologie, de la psychiatrie, de la médecine, de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie. Trop heureux d'afficher sur leur succès pratique le label de cette reconnaissance théorique, entre guillemets, qui leur conférait enfin, après des décades d'injures et d'exil, droit de citer dans le monde, celui de la science, de la médecine et de la philosophie. Ils n'avaient pas pris garde au tour suspect de cet accord, croyant que le monde se rendait à leur raison, quand eux-mêmes se rendaient sous les honneurs aux raisons de ce monde, préférant ces honneurs à ces injures. Voilà, je te passe la parole. Bien, merci Jean-Pierre Basselet, merci. Que d'éloges, que de petites qualités. J'avais sous les yeux là, ce qui entoure mon texte, et je lisais en même temps que... Nice day. Voilà, il a parlé des qualités, il n'a pas parlé des défauts. Il aurait dû. Bon. Convié par Auchan Guyardi, convié par votre association Psychanalyse et Médecine sur un thème extrêmement complexe de la guérison, je vais vous proposer donc une lecture du texte de présentation et puis une réponse de ce qui m'est venu. D'abord ce titre, de la guérison, point, psychanalyse et vérité. Voilà, il y a un point, donc ça sépare un point. Donc le thème c'est plutôt de la guérison, puis sur fond de psychanalyse et vérité. C'est comme ça que je l'ai entendu. Pour vous dire qu'il n'est, à mon avis, plus très commun aujourd'hui de s'attarder sur un texte qui est celui de la présentation d'un séminaire, d'un colloque ou d'une série de conférences comme ce soir. C'est plus très commun, ça se fait, mais bon. Il est pourtant intéressant d'aborder celui-ci, ce texte, de le questionner, voire de le décortiquer.
car ce texte, il a dû bien évidemment demander un effort de clarté à ceux qui l'ont écrit, celui ou celle ou ceux, un effort de pertinence, de précision, de concision, mais aussi de synthèse. Bref, comme on dit, ne pas dire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui, ça demeure en ce domaine donc chose d'importance. Et c'est pas facile. Alors, à qui s'adresse un texte de présentation? Voilà la question. S'adresse-t-il, ce texte, s'adresse-t-il aux mêmes personnes que les réponses qui lui seront apportées et qui ont pour nom la conférence elle-même? S'adresse-t-il à des professionnels de la chose freudienne, bien sûr? S'adresse-t-il à des étudiants? À des gens issus des champs connexes à la psychanalyse, aux sciences affines, comme s'exprimait Lacan? Personne supposée ici venir se former? S'adresse-t-il à des médecins, à qui le terme de guérison doit parler au premier chef, quand même? À des psychanalysants, à qui le terme de psychanalyse doit toujours poser un petit peu question? À des philosophes, à qui le terme de vérité doit les mettre ici comme poisson dans l'eau? Trois termes ensemble, et pas facile à manier. Vous savez que traiter de deux choses à la fois, cela nous est habituel, c'est banal, mais trois, ça devient très difficile. On dit même que c'est impossible. Donc c'est réel. Alors, simultanément, je commenterai très brièvement l'énoncé de ce texte de présentation et je mettrai une grosse loupe sur certains termes qui me frappent. Ensuite, je répondrai aux questions qu'il me pose. Voilà, donc le texte de présentation que j'apprécie beaucoup parce que c'est un exercice difficile. Hein. Le texte de présentation commence comme ça. La psychanalyse a été inventée par Freud. Alors mon commentaire, oui, c'est bien une invention. C'est bien une invention. Alors, c'est bien une invention freudienne. Vous savez qu'il y a pas mal de polémiques là-dessus, surtout autour de l'inconscient. C'est bien Freud qui invente la psychanalyse. Voilà. C'est pas Adler, c'est pas Jung. La psychanalyse est inventée par Freud comme procédé thérapeutique. Ben oui, mon commentaire, c'est un procédé thérapeutique. Pourquoi avoir fait tant d'histoire? Il est aussi thérapeutique. Ça ne vise peut-être pas la même chose comme thérapeutique que la médecine, mais il est thérapeutique. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait là? Qu'est-ce que je fais depuis 40 ans? Procédé thérapeutique, donc je reprends le texte, destiné à soulager les, entre guillemets, maladies nerveuses. C'est comme ça qu'on s'exprimait de l'époque freudienne. Ben, mon commentaire, c'est soulager les névroses. Hein. Tel est son destin à cette psychanalyse, soulager les névroses. Pour les psychoses, bon, on sait que c'est plus compliqué. Et dans le texte de présentation arrive tout de suite, et c'est le terme de guérison. C'est le terme de guérison qui revient. Guérison. Revient, guérison, le thème. En mainte occurrence, sous la plume tout au long de son œuvre. Jusqu'y compris, dit le texte, dans ses travaux testamentaires, donc analyse finie, analyse infinie, l'abrégé de psychanalyse, clivage du moi. Je n'en étais pas aperçu à ce point-là. Mais bon, c'est vrai. Alors mon commentaire, c'est voici un médecin qui se disait très peu médecin, dont ce n'était pas la vocation de soigner, dont la vocation était plutôt, selon ses dires et ses actes, la recherche. Freud était un chercheur, un neurologue, pas du tout un psychiatre, comme vous le savez. Neurologue d'abord, pas clinicien non plus, pas soignant, et dont le terme de guérison, nous est-il dit ici, insiste tout au long de son œuvre, jusqu'à ses derniers textes. C'est donc frappant, ce différentiel-là. La guérison, voilà ma question. La guérison, le commentaire, la guérison ne pourrait-elle pas alors se rencontrer comme séparée, indépendante, parfois, de la médecine? Je reprends le texte de présentation. Et pourtant, ce signifiant guérison, eh bien oui,
La guérison, c'est d'abord un signifiant. Ce signifiant guérison. Voilà, c'est pas la guérison, c'est le signifiant guérison qu'on prononce tout de suite. Ce signifiant guérison a connotation médicale, restaurer l'état d'avant la maladie ou l'accident, comme le stipule les serments d'Hippocrate, va changer de nature. Ah, changer de nature. Alors la guérison a changé de nature? Non, non, le signifiant guérison va changer de nature. C'est pour ça que je le lis. C'est pour ça qu'on doit lire, je pense. Dès lors que Freud instaure la cure de parole, et la méthode de l'association libre. Et c'est tout à fait exact. Méthode de l'association libre. Ça, c'est pour les psychothérapeutes. C'est bien une méthode, l'association libre. C'est la méthode freudienne. C'est pas une simple technique, c'est une méthode. C'est la méthode freudienne. Méthode de l'association libre dans le transfert. Voilà, le mot arrive. Dans le transfert avec un T majuscule. Je vais noter un T majuscule. Donc, si on met un T majuscule, c'est que ça va être très très important dans l'affaire. Dans le transfert, comme mise en acte de l'inconscient, bon, on est dans Lacan là, mise en acte de l'inconscient, au travers des mailles de la parole, échappé au refoulement, surgit, séance après séance, un savoir insu. Donc, toujours en les coordonnées lacaniennes. Un savoir insu. Pas facile un savoir insu. Mettre en la demeure en plus. Pour le vache, hein. Mettre en la demeure, trace d'expérience refusée, et qui fait symptôme pour se faire reconnaître. Voilà. Son viatique, c'est le symptôme. Donc, on va avoir des problèmes avec la médecine, là. C'est pas pareil, le symptôme-là. Ainsi va l'inconscient freudien. Ainsi va l'inconscient freudien, ça peut rappeler des titres de films, de livres, lieu de la vérité du sujet. L'inconscient freudien, c'est bien le lieu de la vérité du sujet. Là, on a une définition. Vérité avec un petit V. Une vérité passe, toujours avec un petit V, qui pourrait n'être pas reconnue, n'était l'intervention de l'analyste, qui la prend dans ses filets. L'analyste Rétière. Ce sont ces étincelles de jouissance, ces éclats de savoir insu et ces Einfalls qui traversent la séance en contrebande, essaim, ça pique, hein, essaim de signifiant, porteur de vérité, la vérité arrive avec un grand V. Donc encore une majuscule, donc majesté de la majuscule. Et puis, ce n'est pas le symptôme en soi, isolé de tout contexte, qui est l'objet du travail analytique, ça faut toujours le rappeler, mais la fonction que ce dernier, donc le symptôme, occupe dans l'économie psychique de l'analysant, sa raison d'être est de se répéter dans ses signifiants, dont ces signifiants sont le vecteur. Voilà, symptôme, fonction du symptôme. Tout est en place. Moi, je dis que ce texte est remarquable. Je vais l'air de le critiquer, mais je le critique de la bonne façon, c'est-à-dire je l'apprécie et je mets en évidence tous les termes qui sont là. Le transfert, cœur du dispositif, vous voyez, on y est, et bien le transfert à nouveau avec un T majuscule. C'est-à-dire le transfert cœur du dispositif, par ce qui s'y véhicule du passé au présent, va permettre par-delà le symptôme et les résistances de dénouer les fausses connexions et les leurres et de remettre le sujet, voilà, encore un troisième terme, sujet avec un grand S. Sujet avec un grand S, c'est-à-dire qu'on a comme S majuscule, si on lit bien, on a le transfert, la vérité et le sujet, c'est parfait, cette triade-là. Transfert, vérité, sujet. Transfert, vérité, sujet, sous les trois seuls termes, avoir eu droit à la majesté de la majuscule dans le texte de présentation, et bien sûr, on peut penser que c'est pas pour rien. On est en plein cœur de la question. Le sujet en souffrance et en panne, parce que c'est pas un petit peu pareil, en mouvement, le remettre en mouvement. Voilà. Il est figé, ce sujet, il est gelé, il est en souffrance, en panne. Les déplacements subjectifs, ponctués par l'acte analytique, vont permettre à l'analysant de se saisir des signifiants de son histoire. On nous dit tout, là. Pourquoi on va faire une analyse? On nous dit tout. Se saisir des signifiants de son histoire, signifiants noués au corps, ça ajoute encore quelque chose de topologique, et d'opérer les remaniements pulsionnels qui lui permettront de lâcher son symptôme, on espère, et ses jouissances morbides devenues obsolètes. On espère qu'il les rencontre comme obsolètes. Il pourra dès lors investir de nouveaux objets et s'ouvrir aux autres et au monde. C'est peut-être un peu un idéal, mais c'est une visée en perspective.
Si d'aventure le symptôme dans des moments de vulnérabilité réapparaissait, qu'est-ce qu'il prendrait? Il n'y serait plus aliéné et saurait faire avec, sans l'occulter et resterait aussi ainsi acteur de sa vie, être acteur de sa vie. Donc ça se termine sur une visée assez positiviste. Processus de symbolisation, tout à fait d'accord, de transformation, là où c'était le je dois devenir. Ce qui s'accomplit dans une cure est précisément ce que Freud désigne comme Kulturarbeit, difficile à traduire avec justesse, au plus près peut-être, mais je trouve ça très bien, moi, d'un travail de civilisation et d'un travail d'humanisation, et étant donc une conjonction de coordination de ces deux visées, au cœur duquel la guérison vient de surcroît. On est encore dans la gorge. Ce sont les opérateurs à l'œuvre dans le travail de la cure que nous proposons d'explorer. Voilà. C'était pour rendre hommage à ce texte, parce que je crois qu'on ne lit plus tellement. On voit quand on va à un colloque, on lit, tiens, ça m'intéresse pas, tiens, il y a quelques signifiants que j'accroche qui sont un peu proches des miens, j'y vais. Mais au fond, les textes ont demandé, je suppose, à l'équipe, ou peut-être à Wuchang, un travail. Je trouve qu'il faut toujours rendre hommage à ce travail, parce que c'est pas facile de redire la psychanalyse à chaque coup, et de la redire, parce que tout y est là. Tout y est bien placé. Voilà. Donc c'est plutôt un hommage, mais j'ai bien vu que Transfévriété et Sujet avaient des lettres majuscules, et on va y revenir. Bon, 10 janvier 2013, intervention séminaire d'Ouchang Guillardi. Allons-y. Explorons donc maintenant un peu ce qui opère, ce qui est à l'œuvre dans le travail de la cure, sans pour autant faire tourner les grands moulins théoriques, mais prenons-en, soustrayons-en un petit peu de leur farine, à travers cette question, qui est le titre de mon intervention, à travers cette question de la forme de cette historiette où le conférencier annonce péremptoirement « Atlas soutenait le monde ». Et au bout de la salle, au fond de la salle, on perçut une petite voix qui se fait entendre, une petite voix de fausset qui dit « Si Atlas soutenait le monde, qui soutenait Atlas ?» Donc, voici l'affirmation question, un petit peu en boomerang pour ce soir. Le transfert guérit. Mais qu'est-ce qui guérit le transfert? Qu'est-ce qui guérit du transfert? Ah, pas mal. Ah, bon. Voilà. Bon, alors, vous allez subir en 17 points, les 17 points suivants qui vont construire une réponse à cette question. Le transfert guérit, mais qu'est-ce qui guérit du transfert? Le premier point, il est assez simple, mais il est radical. Le transfert, c'est l'amour. Voilà, Jacques Lacan, à différents moments de son œuvre, surtout à la fin, surtout par exemple quand il est interrogé au moment de la 3e à Rome. Voilà. Le transfert, à la peine des 4 chemins, c'est l'amour. Bon, alors pourquoi l'appeler encore le transfert? Point 2, il y en a 17 comme ça. Hein. Point 2. L'amour de transfert est un amour véritable. Ça, c'est du Sigmund Freud, des années 1912 à 15. Tous ces textes, là, les 4 textes sur le transfert. L'amour de transfert est un amour véritable. Voilà. Véritable. Le point 3, pour construire cette réponse que je vous propose ce soir, l'amour est-il médecin? L'amour est-il médecin? Thème classique. Question. Réponse. Oui. Mais pas assez. Il ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Il peut soigner un temps, mais il ne guérit pas. Plus, il ne peut guérir ce dont il s'agit en l'occasion. Point 4. Freud nous a enseigné comment guérir. À tout le moins, comment prendre le chemin de la guérison. Une névrose, hystérie, névrose de contrainte, phobie, il faut la transformer en névrose de transfert, justement. En névrose de transfert. Alors là, elle devient accessible à l'analyste et à son analysant. Elle peut être analysée.
Point 5. Dire que le transfert guérit ne dit pas de quoi. De quoi le sujet serait-il, entre guillemets, malade? De son moi? De la vie? Du fait que nous sommes mortels? Du désir? De la jouissance? De ses pulsions indociles? De la bêtise? De la sottise universelle? De l'amour lui-même? De la haine? De l'indifférence? Et pourquoi pas de la vérité? Malade de la vérité. Point 6. En tout cas, si la psychanalyse, via le transfert, l'amour de transfert, Übertragungsliebe, l'amour de transfert, si la psychanalyse guérit, elle ne correspond en rien à la guérison définie en médecine depuis toujours, comme le dit le texte de présentation, comme le rappelle le serment d'Hippocrate, restaurer l'état d'avant la maladie ou l'accident. Ce serait même tout le contraire, puisque l'état d'avant, c'était justement celui insupportable pour le sujet qui l'a rendu, entre guillemets, malade, souffrant, en souffrance. Le sujet en souffrance, comme la lettre du même nom à la poste, une lettre qui n'a pas été distribuée, qui n'est pas parvenue à destination, pas parvenue au sujet, qui doit aller la chercher. Et cela s'appelle une analyse, son analyse. Point 7. Peut-on guérir un peu, beaucoup, passionnément? Pas du tout. Oui, mais toujours la psychanalyse transforme. Peut-on par exemple guérir pas du tout et être pourtant profondément transformé? Oui, cela arrive. Peut-on guérir passionnément? Oui, aussi, mais ce n'est pas souvent la meilleure manière, parce que la maladie peut devenir alors la passion elle-même. Le sujet devient amoureux de son inconscient. Au lieu de s'ouvrir aux autres, il s'enferme en lui-même. M'-A-I-M-E, bien sûr. Point 8. Le mieux, c'est de guérir un peu, voire beaucoup, mais pas tout à fait. Qu'il reste un reste de symptômes, et que le sujet l'aime, son reste de symptômes, comme lui-même. Lacan, là aussi. Aime ton symptôme comme toi-même. Qu'il en reste un bout, afin de faire avec lui, savoir y faire avec son symptôme, je reprends l'expression, toujours Lacan, qu'il en reste un bout afin de faire avec lui, plutôt que d'être refait par lui. Point 9. Je ne vous fatigue pas trop, j'espère. Point 9, ça va aller vite. Alors, me direz-vous, alors guérir de quoi? Ça va venir, oui, guérir de quoi? En fait, on pourrait dire guérir de l'autre. J'entends. En cessant d'attendre qu'il se barre. Mais le barrer soi-même. Tout cela repose bien sûr sur le transfert, et plus précisément sur l'amour de transfert qui vous fait prendre paradoxalement le chemin de la guérison. Le chemin seulement. C'est cette opération de barrer l'autre qui, seule parce que faite, effectuée par l'analysant lui-même, guérira au sens psychanalytique, non médical donc, au sens non médical, psychanalytique, le sujet de son amour névrotique, de son amour ordinaire, c'est-à-dire de sa demande d'amour à l'autre qui n'existe pas. Le transfert à la guérison, il s'y colle. Le plus étonnant, c'est que ça marche. Point 10. Le psychanalyste, un temps, doit, sinon être, tout du moins, représenter l'autre pour le sujet en analyse, l'autre grand temps.
C'est ce qui forme et vectorialise le cadre transférentiel sans lequel il peut y avoir d'analyse. Qu'il soit positif ou négatif, cela importe peu. Seulement quand il est positif, c'est plus reposant, à condition que ça ne soit pas endormant. Endormir la douleur, ce n'est ni la soigner, ni la guérir. Ceci pour les psychotropes. Point 11. Qu'est-ce qui différencie l'amour que se portent les amants de celui qui éclot et se révèle via l'amour de transfert dans l'analyse? Selon l'un des derniers livres publiés en ce domaine et qui touche à la question, je pense à Les chagrins d'amour de Patrick Avran, mon ami Patrick Avran, paru au Seuil en 2012 cette année, Les chagrins d'amour. Il s'agirait bien dans les deux cas, les amants et le psychanalyste et son psychanalysant, dans les deux cas d'un amour véritable. Ainsi, je vous le rappelle, qu'en furent toujours d'accord et Freud et Lacan. Amour véritable. Vous voyez que je tricote avec les signifiants du texte de présentation en même temps. Alors, où se placerait un dernier recours? En dernier recours, la différence. Eh bien, pour les amants, dit Avran, l'un des amants ne représente jamais complètement l'autre, grand A, pour son amant ou son amante. Jamais complètement. Alors que dans l'analyse, pour entreprendre son analyse, le futur analysant doit s'adresser à quelqu'un, entre guillemets, élire ce quelqu'un, en quelque sorte, qui ne peut alors éviter d'investir à cette place manquante d'autres pour lui. Autre grand A. Point numéro 12. La situation amoureuse est imaginaire. L'autre de l'amour est mis en place de moi idéal, idéal I. En place de moi idéal de l'amant. La situation dans le cadre analytique est différente. C'est la demande de l'analysant dont le psychanalyste accepte d'être investi, quasi-escroquerie, dira Lacan, mais au service d'un but inatteignable sans cela. Les protagonistes ici ne se rencontrent pas dans cet échange de leur moi idéal qu'ils voient réalisé dans l'autre aimé. Ils se rencontrent dans une asymétrie proche de l'escroquerie. Voilà entre autres pourquoi Lacan disait qu'il ne fallait pas livrer l'analyse au pervers. L'analysant investit l'analyste à cette place d'autre, grand A, en lui demandant de le guérir de ses symptômes. Il s'en remet à lui et, chose toujours curieuse, l'analyste accepte. Le dispositif est fondamentalement leurrant parce que l'analyste, lui, est averti de ce leurre. Ce leurre est su de l'analyste, insu de l'analysant. Découvert plus tard pour ce dernier, pour l'analysant, au fil de l'avancée de son travail analytique, au fil de sa cure. Le plus tard possible. Le plus tard possible pour permettre à la perlaboration, au perlaboré d'Ursch-Aberton, de Freud, de s'effectuer. Pour les amants, le leurre de l'amour en tant qu'imaginaire est à leur insu partagé. Quand on s'aime, c'est toujours réciproque, nous disait Lacan. La passion, elle, ne l'est pas nécessairement des deux côtés. La demande et le dispositif analytique sont leurrants. L'amour reste, lui, véritable, dans les deux cas. Point 13. Le cas d'Anaïs Nin est à ce titre très éclairant. Anaïs ne vit pas sa vie, elle l'écrit. Elle couche successivement avec ses deux analystes, René Alendi puis Otto Rank. Et entre ces deux épisodes, elle réalise l'inceste avec son père durant plusieurs semaines. Elle ne tombe pas amoureuse, mais eux, si. Catastrophe. Le différentiel les fait verser dans le chagrin d'amour, au sens de l'étude d'Avran. Elle, non. Ils ont transféré sur elle aucunement sur eux. Ils ne sont plus analystes, mais amants fascinés,
transis et bafoués. C'est eux qui demandent, la demande s'est ici inversée. Anaïs profite d'eux. C'est Autoran qui comprend qu'Anaïs écrit sa vie, mais ne peut la vivre. René Allendy n'a rien compris. Ou plutôt, la vivre pour elle, indubitablement, c'est l'écrire. Pas de guérison possible ici du transfert et de son amour, car pas d'amour véritable et pas de demande sincère, pas d'autre en place d'autre grand art possible. Il y a l'heure du leurre. À ce jeu, Anaïs est beaucoup plus forte, mieux armée que ses psychanalystes. Point 14. Quand, à quel moment et dans quelles conditions est-ce que le sujet arrive à barrer l'autre? Chemin pour lui avancer vers sa guérison. Quand il a suffisamment tourné sur un divan, mis à l'épreuve son analyse dans l'amour de transfert, cherchant à le faire chuter dans la haine, ou dans l'amour, ou troisième passion repérée et ajoutée par Lacan, dans l'ignorance. Quand il a bien tiré sur la corde du transfert, que celle-ci n'a pas lâché, mais que celle-ci ne l'a pas plus ficelé pour qu'il ne bouge plus et reste là éternellement aliéné au divan, alors quelque chose peut advenir qui s'appelle la destitution subjective chez Lacan. Ainsi peut naître le sujet, au moment même et consécutivement, son analyse va se retrouver déposée de cette place d'autre, grand art pour lui. Son psychanalyste n'a alors plus d'être à ses yeux, à ses oreilles, c'est son désêtre qui vient à se réaliser. Et l'analyste est toujours frappé de le ressentir parfaitement comme tel. Son désêtre. Point 15. Fin d'analyse. Mais ce moment ne doit pas survenir trop tôt, empêchant l'analyse de se boucler comme il se doit. Peut-être que ce moment ne doit pas non plus arriver trop tard, empêchant ainsi toute sortie par le haut du processus, éternisant l'analyse dans une sans-fin épuisante. Ce serait sans doute cela la guérison, entre guillemets, celle qui consiste, après plusieurs tours, de ne pas rater la porte de sortie, et le moment à saisir, avant épuisement dans le non-sens, le nonsense, d'un parcours infini, bien au-delà de la Kulturarbeit souhaitée par Freud, bien au-delà. Car il s'agit non plus là d'une guérison, mais d'un coma dépassé. Point 16 et avant-dernier. Si la guérison a été dite de surcroît par Lacan, ce n'est sans doute pas pour rien. En effet, si on la vise directement en analyse, on la rate. On fait le médecin, pas l'analyste. En ne la visant pas, on introduit une chance de l'obtenir, justement de surcroît. Ce n'est pas qu'on la refuse, c'est que l'on ne peut pas l'aborder de front, comme le symptôme, car elle lui est liée. La guérison arrive de surcroît, car dans cette discipline particulière qu'elle analyse, la psychanalyse, le symptôme ne s'aborde pas non plus frontalement, condition sine qua non pour, sinon l'éradiquer, tout le moins, en faire quelque chose d'autre qu'une source de souffrance pour le sujet. Enfin, point 17. Alors, la psychanalyse reste bien ce qu'elle était pour Freud. Ça n'a pas changé. Qu'elle était pour Freud, entre autres, un procédé thérapeutique, mais un procédé thérapeutique qui doit rester non médical, qui se sert de et s'appuie sur le transfert, sur l'amour de transfert, pour ne pas viser la guérison, bien qu'ainsi se donner une chance de l'atteindre de surcroît. Car pour la psychanalyse freudienne, lacanienne, ou depuis Lacan, il n'y a de vérité que du sujet. Entre savoir et vérité, telle reste notre assiette. Merci.
exposé effectivement systématique, mais clair et non hypnotisant. Je ne sais pas si c'était bien saisi que Jean-Michel Lucas, dans son ni à l'infini, est également constant et travaille depuis des décennies dans cette question de la médecine, enfin, du corps, de la psychanalyse. Un parcours constant et heurté, bizarrement. Mais enfin, heurté, c'est marginal en quelque sorte, ce qui n'est pas une insulte, ce qui est une quasi-définition du psychanalyste, de la position ordinaire. Alors, effectivement, personne d'habitude ne reprend le texte de présentation. Je ne sais pas s'il est souvent lu ou survolé. Alors, rassure tout de suite, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne sais même pas si j'ai apporté des remarques dessus ou des corrections, et si d'autres ont apporté des remarques ou des corrections. Il a été écrit par une seule personne éminente de la PM, qui se dénoncera peut-être. Bon, en tout cas, donc, ce parcours en 17 étapes, hein, c'est ça. Effectivement, d'ailleurs, Jean-Michel Lucas, dans son Inimi, a été membre de l'APF pendant un bref moment, il y a longtemps. Il est venu également nous faire de trop brèves présentations, toujours remarquables, je dois dire d'ailleurs. Et alors là, les 17 points, effectivement, font pas le tour, mais ils vont du début à la fin de cette question. Bon, bien sûr, c'est assez concis et bref, mais c'est vrai que ça se termine pas loin de cette Kulturarbeit, hein, en effet, et qui effectivement, bizarrement, ça a été toujours bien traduit en français. Pour une fois, c'est pas le travail de la culture, mais c'est plutôt le travail de civilisation et d'humanisation. C'est le titre d'ailleurs qui a été donné au livre. Dans Malaise dans la civilisation. Bon, alors là, effectivement, il y a tout un chemin de ce que là où se place la psychanalyse dans la guérison. Alors là, remettre ça en situation, effectivement, c'était un mot tabou comme si pendant des décennies, la guérison, ça représentait quelque chose d'un peu perversifié, contourné, dégradé dans quelque chose duquel n'arrivaient pas à se distancier les psychanalystes. En effet, même pour un certain nombre de médecins, le retour à l'état antérieur, bien que ce soit dans la définition, je crois, de l'OMS et de l'ordre des médecins, beaucoup de médecins n'y adhèrent pas d'ailleurs, parce qu'on sait bien que c'est une chose étrange. Mais alors au fond, on pourrait peut-être dire que là, il y aurait quelque chose là aussi à tisser entre le travail de la médecine que les psychanalystes ont jeté du même coup à la poubelle, autant les médecins jetaient le travail des psychanalystes à la poubelle, parce qu'il y a quelque chose qui concourt, qui va dans le même chemin, malgré tout, pour un certain nombre de médecins et un certain nombre de psychanalystes. Donc là, effectivement, on est au cœur en prenant ce triptyque des trois termes avec majuscules, nous sommes au cœur de la question.
Et voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Tu peux peut-être dire quelque chose. Moi, je voulais juste, non pas revenir sur les 17 points, mais revenir sur ce à quoi vous avez assisté, qui est tout à fait, je vais dire, caractéristique des traits que j'ai essayé d'évoquer dans ma présentation, c'est-à-dire que pour le psychanalyste qu'est Jean-Michel Luca, il ne laisse rien passer. Mais pas d'une manière sadique qui créerait une souffrance supplémentaire à celui qui est venu demander qu'on délivre. Quelque chose qui emmène plus loin et qui à la fois est exigeant mais fonctionne aussi comme un accompagnement dans ce travail analytique dont il a retracé les différentes caractéristiques. Effectivement, le titre de l'intervention de ce soir m'avait posé problème. Le transfert guérit, mais qu'est-ce qui guérit du transfert? Moi, j'aurais plutôt eu tendance à dire que le transfert rend malade, encore plus malade, mais quelque chose du transfert guérit, ou venant du transfert guérit. Bien sûr, tout ce que tu as pu en dire, à la fois dans ses effets délétères et ses effets de guérison, dans sa similitude avec l'amour, qui fait souffrir, mais dont on guérit de diverses manières. Et en tout cas, dans cette traversée de l'amour, il est indéniable que quelque chose du monde a changé pour celui qui a fait cette traversée douloureuse. Je trouve que c'est remarquablement dit de ne pas faire comme si ce texte n'était qu'une espèce de catalogue, mais de s'y être attaché et de l'avoir trituré au point d'en avoir tiré ces 17 points qu'on pourrait revisiter les uns après les autres, mais ça exige un travail qui nous emmènerait à des heures impossibles, mais qui sont en fait très emblématiques de tout ce qu'est la psychanalyse. Il a dit qu'il était devenu médecin qu'avec réticence. Et c'est vrai qu'autour de la guérison, si vous relisez la question d'analyse profane, dans ce fameux dialogue avec un interlocuteur impartial, à un moment donné, il lui dit « Mettez-vous à ma place. Et qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous raconte depuis le début ?» Et l'autre joue le jeu. Et puis, à un moment donné, il dit « Et puis voilà, et je lui dis qu'il est guéri, en parlant du patient. » Et Freud répond quoi? Répond « Bravo, vous avez tout compris. » Donc la question de la guérison, dès le départ, Freud ne s'en détourne pas, mais effectivement, de quelle guérison s'agit-il? Je crois que ça, c'est un point sur lequel on pourrait vraiment discuter âprement. Quand il dit qu'il est détourné, de la recherche par la médecine, par la pratique médicale. Et puis il dit surtout à la fin, il espère que la biologie, le détour par la psychanalyse aura une fin, que la médecine biologique arrivera à trouver des solutions à tout ça. Enfin, on n'ose pas trop citer ça parce que si on se tire une balle dans le pied, on ne fait pas mieux comme psychanalyste, on tait ça, mais il espérait quand même la biologie. Voilà. Mais c'est vrai, comme disait Jean-Pierre, ce n'était pas un clinicien de la médecine, ni à la limite de la neurologie. Il a fait des expérimentations, mais... Un chercheur, oui, c'est pas soignant. Au moment où il y a cette histoire avec les Iroquois, là, où les Iroquois, au moment où ça chauffe un peu avec Jung, dans un congrès, il y a un psychothérapeute suisse du nom de Alphonse Meider
qui avait inventé une méthode qui s'appelle la psychothérapie appellative, qui lui dit mais c'est bien beau tout ça, mais il y a quand même les patients qui souffrent là, et avant d'être, il lui dit quelque chose comme avant d'être chercheur, enfin moi je pense à eux, quoi, je suis thérapeute, et Freud lui répond, ah ben moi je suis le contraire, je suis d'abord un chercheur. Et très tôt, donc 1912. Hein. Oui, dit comme ça, c'est dit autrement, mais c'est oui, c'est ça, vous insistez sur disparité, hein, disparité subjective. Oui, il vient d'une souffrance amoureuse quand même, le sujet, il va essayer de recommencer, quoi. Hein, et puis il faut qu'il sorte de là, qu'il ne recommencera plus. Il ne recommencera plus. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a comme amour après, c'est ça. C'est ça le problème. Donc c'est l'amour ordinaire, c'est l'amour névrotique, tout ce qui va en prendre un coup, qui va se déglinguer. Il faut qu'il sorte par le haut de cette question. Il faut qu'il guérisse quoi? Du transfert, au fond. Mais là, la question qui a été posée à la fin des années Lacan, c'était alors la pulsion, alors l'amour, qu'on a fait une analyse pendant 15 ans, après on ne peut plus aimer, disent les gens. Hein, on ne peut plus aimer, et puis mes pulsions, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que devient la pulsion, qui est une question théorique aussi? Voilà, on en était là quand Lacan est parti. Hein. Alors Lacan va distinguer plusieurs formes d'amour quand même. Hein. Et là, ce qu'il appelle, j'ai repris l'amour ordinaire, l'amour qu'a repris Jean Alouche par exemple dans son truc, l'amour ordinaire, l'amour névrotique, c'est celui-là dont il faut le sortir une fois pour toutes. C'est celui-là. Donc dans cette disparité subjective, oui, il va se heurter à une analyse qui a quand même un temps d'avance. C'est ce temps d'avance qui est important. Il n'est pas meilleur qu'analysant, il n'est pas plus fort, il a un temps d'avance, il en sait plus. Il va jouer presque l'escroquerie de se faire investir de ça. Il y a un temps d'avance. C'est pas loin l'escroquerie. Pour ça, il ne faut pas donner ça au pervers. C'est pas loin. C'est tout près. Mais c'est la seule façon, disait Lacan, d'atteindre ce qu'on veut atteindre. Donc disparité subjective dans ce sens-là, oui. Oui. Ils ne sont pas à la même place. Vous savez, je n'ai fait que pas grand-chose, si je puis dire. J'ai pas fait grand-chose, j'ai fait que détricoter, retricoter avec les mêmes signifiants, ce qui était très très bien dit dans le texte de présentation. Donc on retrouve à la fin cette histoire de vérité, où l'inconscient c'est le lieu de la vérité du sujet, la vérité que du sujet, c'est encore une phrase de Lacan. Oui, c'est la vérité, mais bon, les majuscules, moi je pense ça comme une énonciation de la personne qui a rédigé le texte. L'importance qui était investie dans ces trois termes, et qui disait quelque chose au-delà de l'énonciation, qui disait quelque chose aussi de comment le groupe voulait travailler ce soir la question, l'association. Oui, la vérité, il n'y a rien de plus au bout de 17 points qu'il y avait au début du texte de ce qui était remarquablement construit. Oui, c'est d'atteindre la vérité du sujet. La vérité du sujet, c'est ce savoir insu, donc il va en attraper des bouts petit à petit de son inconscient. Oui, c'est signifiant qu'ils l'ont forgé, qu'ils l'ont accroché, qu'ils l'ont tricoté, qu'ils l'ont enchaîné, et donc il faut absolument qu'il y accède. C'est ça sa vérité. Bon. Est-ce que ça peut faire penser que on utilise la vérité ou que les vérités lui apparaissent comme telles Ah non, c'est pas du tout spirituel. Non, on ne va pas lui dire la vérité, surtout pas. Non. Oui. Mais ça, la religion, il suffit pour ça. Des fois, certaines philosophies aussi. Oui, certains philosophes. Certains philosophes, là. Comment le psychanalyste, peu importe sa formation de philosophe, de médecin, de sociologue, peu importe, psychologue, peu importe, mais comment le psychanalyste peut rester psychanalyste sans verser dans le champ philosophique ou médical ou psychologique? Comment? Voilà, c'est très compliqué pour chacun de pas déraper, de ne pas glisser, sans s'en apercevoir à son insu, justement, puisqu'il y a une formation philosophique ou médicale, on a toujours tendance à revenir à ce qu'on a appris, c'est ses points de repère. Et ça, à mon avis, c'est à chaque fois très dangereux. Alors, il n'y a pas d'être du psychanalyste non plus, on est d'accord, il n'y a pas d'être du psychanalyste. Bon, d'accord, mais quelque chose, je ne sais pas comment le dire, dans le langage social, on finit par même plus dire vous êtes quoi, vous êtes psychanalyste? Non, je pratique l'analyse, puis de toute façon c'est mes analysants qui me mettent, moi je suis rien du tout. Non, c'est pas vrai. Chez Freud déjà,
est quelque chose qui est un métier, qui est une profession. Alors c'est très compliqué, mais ça existe le psychanalyste sans qu'il y ait d'être des psychanalystes. Alors c'est un truc très compliqué. C'est un truc très compliqué, mais je vois pas pourquoi on dirait non, je suis pas, je suis si, non, je pratique, mais je suis pas. Ça, ce que tu viens de dire, vous le retrouverez sous différentes formes dans ce qu'a écrit Jean-Michel, en particulier dans les 10 questions cliniques psychanalytiques intitulées Passant Lacan. Ce que tu viens de dire me fait penser à ce passage d'un titre de Sans papier. Un psychanalyste à proprement parler n'est pas un psychothérapeute, sauf par défaut de la finalité de sa tâche. Un psychanalyste n'est pas un médecin, psychiatre ou autre, sauf par embrouille des champs du savoir. Un psychanalyste n'est pas un psychologue, même à préciser clinicien, sauf par excès de zèle. La psychanalyse ne peut être servie, resservie, desservie aussi, que par ces psychanalystes, s'il en reste ou s'ils sont produits. Tâche, là encore, des seuls psychanalystes et qui a pour nom transmission. Transmission, je crois que vous avez eu un exemple à la fois de la forme et du style qu'elle peut revêtir, et je crois que c'est aussi une tâche à laquelle Jean-Michel est attelé depuis de longues années, et qui lui fait dire ce qu'il vous a dit ce soir, ou écrire, sous une forme à la fois extrêmement exigeante et parfois assez malicieuse, mais sans concession. Ah oui, mais attends. Je ne sais plus où mettre. Oui. Je joue mon rôle. Non. L'avantage de ce plan, c'est qu'on est à moitié en dessous. En dessous, c'est ça, on se cache un peu. Non, dans la mesure où il est lui-même guéri, comme les analysants vont guérir de ce transfert de l'amour ordinaire, névrotique. Il est sorti de là, oui. Il doit être sorti de là. Il doit. Est-ce que les élèves directs de Lacan étaient sortis du transfert à Lacan, d'appeler son corps à Lacan qu'il côtoyait, j'ai un peu côtoyé aussi à l'époque, bien sûr, qu'il côtoyait, ils l'ont appelé corpus lacanien après. Mais ça continue, le transfert. Et qui faisait, après la dissolution, qui faisait son séminaire debout, qui se donnait, vous avez des gongorismes à la Lacan, mais c'était pas Lacan. C'est comme ceux qui font des séances courtes à la Lacan. Et quand c'est pas Lacan, ben c'est pas Lacan. Il faut que ça soit soi-même, il faut que ça vienne. Ça ne s'imite pas. Voilà. Qui imitait Lacan? Cette imitation, elle était quand même, elle a duré longtemps. Ça fait 30 ans qu'il est mort. Elle a duré longtemps. Ben, est-ce qu'ils étaient sortis du transfert à Lacan? Non. C'est pour ça que ça me venait, moi, à parler d'une dimension réelle du transfert. Il y a peut-être une qui est impossible. Voilà. Mais la repérer, la nommer, la travailler, on peut là aussi faire avec. Mais guérir, non, il ne faut pas qu'il soit guéri du transfert. Qu'il soit guéri du transfert névrotique. Voilà. Mais pourquoi Freud disait tous les 5 ans, il faut refaire une tranche? Et combien parmi nous on refait des tranches au Saussure? Moi je vous parle je viens d'apercevoir, ça fait 40 ans de pratique. Sur 40 ans, bien sûr, il a fallu rafraîchir un peu tout ça, et puis j'ai rendu compte d'un très joli livre de Sylvie Saucé-Léger dans livre.org. Si vous voulez aller le lire, ça fera de la publicité pour que vous puissiez le lire, parce que c'est un très bon livre qui raconte son parcours. On a à peu près le même âge, on a à peu près vécu les mêmes choses, la dissolution, les cartels constituants, sortir des griffes de Miller, etc. Bon, c'est tout un parcours, elle raconte, mais elle est étonnée elle-même de ce qu'elle raconte, mais c'est un très joli livre. Il est tout petit, mais il est d'une densité, parce que cette génération qui a connu Lacan en vivant, donc cette génération qui a côtoyé Lacan, qui a été à son séminaire, qui a été membre de son école, eh bien, cette génération, elle va disparaître, bien sûr, mais elle a été complètement bouleversée par ce personnage. Elle a appris énormément de choses. Qu'est-ce qu'on transmet, nous, maintenant? Je ne sais pas. Moi, je lui dis que j'ai formé quelques-uns qui sont devenus analystes de la 6e génération. Mais qu'est-ce que cette 6e génération va faire? Je leur dis toujours, faites attention, ça peut mourir. J'avais fait tout un séminaire, une année, et j'ai fait des textes qui sont là-dedans, d'ailleurs, une partie, la psychanalyse mortelle. Voilà, mortelle, bien sûr, j'espère qu'elle meurt encore, mais est-ce qu'elle peut mourir? Oui, bien sûr, comme toute discipline, elle peut mourir. Elle peut mourir, et sans qu'on s'en aperçoive. Donc on est tous responsables de cette transmission. Voilà.
psychanalystes en titre, si je puis dire, mais psychanalysants. Tous ceux qui ont affaire à l'analyse sont responsables de ce mouvement qu'il continue, de cette recherche de la vérité, telle que la psychanalyse l'a définie. C'est une grande question, la transmission, parce qu'à la fin, Wadoville, je ne sais plus, il dit quand même que il conclut que c'est intransmissible, la psychanalyse, hein, et que chaque analyste a à refaire tout le parcours. Que c'est intransmissible au sens universitaire du terme, disons. C'est intransmissible dans ce sens-là. Mais quelque chose se transmet, puisque depuis plus d'un siècle, il y a des analyses. Les analysants devenus analysés, certains deviennent analystes. Écoutez, c'est complètement une histoire folle. Pourquoi vous sortez du divan, vous allez sur le fauteuil aujourd'hui? Ça n'a plus aucune presse, c'est pas comme ça que vous allez vous enrichir, etc., etc. C'est plus les années 50 et 60. Pourquoi il y a des gens qui sont poussés quand même? Question de la passe, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Ça ne s'arrête pas. Ça continue. Vous êtes là ce soir plutôt que d'aller vous reposer ailleurs. Ce qui est très important, c'est que finalement, ce que vous décrivez tout à l'heure comme les gens qui imitent Lacan, bon, ben, c'est une erreur. C'est une erreur c'est une erreur au niveau de l'identification. Ils se sont identifiés à un moi idéal, au lieu de s'identifier à un idéal du moi. Et là, il y a une erreur au niveau de l'identification. La deuxième erreur, c'est que s'il y a dette, eh bien, la seule façon de la guérir, c'est de la sauver, eh bien, c'est de transformer. Il y a sans doute d'autres façons de transmettre que de devenir un psychanalyste, par exemple, certainement. Hein. C'est pas une obligation de devenir psychanalyste, c'est souvent, d'abord ça se fait toujours trop tôt, et puis des fois ça recouvre un tas de choses qui ferait mieux d'être continué sur le divan. Je crois qu'il y a aussi un autre élément de la transmission, il y a un autre élément de la transmission, c'est que la transmission, ce n'est pas la répétition, c'est aussi un déplacement à chaque fois. Et il n'y a pas de transmission sans qu'il y ait quelque part un peu de trahison. Trahison dans le sens où on se déplace par rapport à ce qu'il y avait avant. Et que la psychanalyse est toujours en création. S'il n'y a pas de création et si c'est une répétition, c'est plus de la transmission. Là, on est dans l'universitaire. Et que la transmission, eh bien, il y a toujours cette part de subjectivation d'une théorie telle qu'on a pu la vivre dans sa cure. Donc, dans la transmission, il y a aussi tout le côté de la subjectivation. Oui. Alors, à propos du transfert, le transfert est nécessaire à la vie. Hein. Il n'y a pas de vie sans transfert. Maintenant, ça dépend sur quoi, de quelle manière, de quelle massivité, dans quelles impasses. Et puis, je crois que effectivement, ça touche cette question de transmission, parce que bon, ça fait un moment qu'on dit également qu'il n'y a pas de transmission. Ce qui se met en place, c'est quand même des conditions mises en place permettant de faire le chemin, en effet, de faire le chemin qui se déroule là. Alors, je sais pas, c'est le déplacement, de subjectivation, mais là, on est dans on peut considérer quand même que la psychanalyse, mortelle ou pas, a été transmise dans les sociétés, dans un grand nombre de sociétés, un grand nombre d'éléments de la psychanalyse ont été transmis, sont déjà en place. Ils sont en place tous les jours, alors plus ou moins incomprises, quoi, même jusqu'au terme d'inconscient. Enfin, c'est terriblement entré. Maintenant, la cure elle-même, ce n'est pas pour tout le monde, tout le temps, en permanence. C'est certains moments, dans certaines situations, et c'est comme ça maintenant, mais ça a toujours été comme ça. Alors maintenant qu'il y ait des gens qui en fassent métier, alors ça faut discuter sur les termes, qu'est-ce que c'est un métier, qu'est-ce que c'est une profession.
On peut l'exercer comme profession, mais c'est pas un métier. Il y en a qui font carrière comme ça. C'est devenu l'ascenseur social, parfois. Ça n'était pas dans les débuts. Mais c'est pas... Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas d'être. Ça aussi, c'est des discussions depuis des décennies. Il n'y a pas d'être, parce qu'il n'y a pas d'être. Et ben, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui ressemble? Parce que c'est certaines positions très particulières qui ne s'acquièrent pas comme ça. C'est pas pour tout le monde d'arriver à une place comme ça. C'est pas péjoratif de ne pas le faire, mais c'est très particulier. Là, quand on disait on ne peut pas s'en donner les airs de psychanalyse. Voilà, il faut que ça vous vienne autrement qu'en se donnant des airs de... Voilà. S'acheter un fauteuil et se donner des airs de psychanalyste, ça va pas loin, dirait quoi. C'est pas comme ça que ça vous vient. Effectivement, il faut une analyse longue. On ne peut pas se donner des airs de psychanalyse. Enfin, ceux qui s'en donnent, on les voit tout de suite. C'est une implication très particulière, très lourde, et qui n'est pas permanente non plus. Il peut y avoir des implications bien plus importantes à certains âges, certains moments de jeunesse, et puis moi, après, je précise que, si je peux me permettre, que monsieur est médecin, d'accord. Le transfert chez les guérisseurs, les thérapeutes traditionnels, on dit, n'est pas moins fort. Il est probablement bien plus fort, même, comme le transfert vers les médecins, qui est généralement considérable, bien que battu en brèche ces dernières années, mais c'est souvent beaucoup plus massif que pour les psychanalystes. Et surtout, il est d'emblée là et massif. Et pour les psychanalystes, il s'acquiert doucement. Bon, enfin, mais ce sont des transferts, pour méconnus qu'ils soient, ils sont majeurs. Oui. Il y a une différence comme du transfert. Dans l'analyse, toute une histoire du transfert, on ferait d'accord, qu'on utilise, mais qu'on analyse aussi. Il y a une analyse du transfert en fin de parcours, en principe. Alors que les psychothérapies, on voit bien qu'ils l'utilisent aussi, mais moi, dans un texte, j'ai dit l'analyste analyse le transfert et le psychothérapeute l'exploite. Des fois, il l'exploite, après, il ne sait plus quoi en faire. Des fois, ça flambe, des fois, ça... Bon, l'analyse ne traite pas du transfert de la même manière, et en principe, donc, au fond, pourquoi vous êtes venu me voir il y a 15 ans, quoi? Pourquoi? Parce que j'ai un grain de beauté, etc. Pourquoi? Ah bon, vous avez une moustache? Oui, ça fait. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de transfert? Bon, ça s'analyse, en principe, ça s'analyse. Mais les psychothérapeutes ne l'analysent pas, ils l'exploitent jusqu'à plus soif. Ils l'exploitent au sens même commercial, ils l'exploitent. Parce que souvent, ils ne sont pas toujours bien formés, ils ne savent plus quoi en faire. Quand ça vire en négatif, ou quand ça flambe, un mot, ils s'en débarrassent. Donc, ils l'utilisent comme nous, si vous voulez, mais ils ne savent plus quoi en faire à la fin. Alors qu'en principe, théoriquement, dans l'analyse d'aujourd'hui, il y a une fin du transfert, il y a un bouclage, il y a une analyse du transfert. Donc le sujet, il ressort quand même en sachant un goût sur cette question, pourquoi il est venu vous voir. Il y a la question de savoir insu, donc sa vérité, mais il y a aussi votre corps, c'est avec votre corps que vous êtes là. Comment ça s'est accroché? Il y a la question du signifiant, il y a la question, mais aussi la question de l'objectita. S'il ne repart pas sans savoir un bout sur cet objectif-là, ça va recommencer, quoi. Ça va reflamber de ce côté-là, ça va recommencer à se piéger à son insu. Donc il faut qu'il en sache un petit bout là-dessus. Donc pour le nommer, là, l'objectif-là, ou les objectifs à dire, parce que maintenant. Bon. Mais dans la psychothérapie, donc toutes les psychothérapies, y compris les gourous et les machins, c'est des formes de psychothérapie depuis que la nuit des temps de l'humanité, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de savoir pourquoi vous allez voir un psychothérapeute et vous restez jusqu'à temps que vous n'ayez plus d'argent ou que votre symptôme se soit déplacé, et quand il s'est déplacé, vous allez en voir un autre qui est spécialiste du symptôme qui s'est déplacé.
Donc, thérapie courte, tellement courte qu'elles sont encore plus longues que les analyses au bout d'un moment. Mais on n'a pas besoin d'analyser le transfert. On l'exploite, alors au sens bien du terme, mais au sens aussi un peu dégueulasse. Enfin, au sens, tant que ça marche, ça marche. Quoi. Alors que nous, dans l'analyse, on est censé quand même faire autre chose de ce transfert. Hein. On vit comme eux dessus, hein, c'est le cadre, mais il y a un certain moment, il faudra quand même en savoir un peu plus avant de partir. Il faut retenir par la manche quand même. Il ne faut pas partir comme ça, hein, si c'est une analyse. Si c'est vraiment une analyse, il faut qu'elle se boucle aussi sur cette question, d'en savoir un petit peu, là, qu'est-ce qui vous a mis là, qu'est-ce qui vous a retenu là surtout. Bon, écoutez, nous allons remercier Jean-Michel Lucas pour son superbe exposé et sa présence, et signaler qu'effectivement il a commis 4 ouvrages, dont plusieurs sont dans une édition que je trouve, chez un éditeur que je trouve superbe. Elle est belle, hein, celle-là. J'aime beaucoup cet éditeur-là, hein. Lambert Lucas. Lambert Lucas. Lucas chez Lambert Lucas. Voilà, Tenir, hein. qui fait des éditions d'ailleurs sur la linguistique aussi remarquables, entre autres. Voilà, merci Jean-Michel. Merci à vous, merci de votre accueil.